Bienvenue dans votre émission, l'émission que j'ai plaisir à partager. Nous avons aujourd'hui un invité de marque qui a fait quand même 8000 km pour venir honorer cette invitation sur le plateau de Télé Antilles. Je le laisse bien sûr le soin de se présenter. Bienvenue. Merci. Je voudrais me permettre tout d'abord de saluer les téléspectateurs de radio, de Télé Antilles. Voilà, donc, et puis très heureux, n'est-ce pas, de pouvoir m'exprimer au nom de la population du Marigot. Alors aujourd'hui, nous avons, il ne vous l'a pas dit, mais il va vous dévoiler tout ce qu'il y a à dévoiler. Nous recevons sur le plateau de Télé Antilles monsieur le maire du Marigot. C'est un homme battant qui est toujours, je dirais, sur les sentiers. Il va nous expliquer un peu sa venue à Paris. Peux-tu nous expliquer un peu ta venue à Paris? Nous savons que nous sommes en période de congrès des maires. Nous savons aussi que tu es le premier magistrat de la commune du Marigot. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu ta venue durant ces jours à Paris? Tout à fait. Venue vraiment pas préparée et inattendue, dans la mesure où simplement je suis administrateur de l'Interco. C'est une association qui regroupe toutes les communautés d'agglo de l'outre-mer, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et bien d'autres. Donc, je suis administrateur de cette Interco et Monsieur le Président, donc Gironcel, m'a demandé de le représenter au Congrès des maires afin de participer à des ateliers. Donc, ce que j'ai fait avec plaisir et honoré. Donc, c'est déjà la première raison de ma présence au Congrès des maires. Et puis, en seconde position, pour représenter la ville du Marigot. Très bien. Alors, monsieur le maire, une question vraiment par curiosité, puisque j'aime bien m'abreuver de connaissances et de savoir un peu de tout. Comme on dit, pas de questions sans réponse. Une question, peux-tu nous expliquer tes différentes casquettes en tant qu'homme politique? Oui. Alors, la première, c'est maire de la ville de Marigot. Ensuite, membre du comité, de la communauté d'agglo du Nord, Cap-Nord, où j'ai une délégation du président. Et la délégation, c'est surtout, donc, je m'occupe de la mutualisation des moyens à Cap-Nord. Et puis, voilà, ce sont ces deux mandats. Je suis aussi vice-président du SMEM, le syndicat mixte d'électricité de la Martinique, et puis un peu dans quelques petites collectivités et administrations plus ou moins politiques de la Martinique. Alors, tout le monde, je pense, en Martinique, connaît M. Joseph Perras. En tout cas, ça me fait énormément plaisir, mais vraiment plaisir de te recevoir sur ce plateau. Je l'ai déjà dit, je me répète avec joie. Est-ce une chose facile ou difficile à gérer lorsqu'on est un homme et on a tout ça à gérer? Et est-ce qu'on peut concilier tout ça avec sa vie de famille? Eh bien, je crois que j'y arrive, puisque jusqu'à ce jour, après 44 ans de mariage, je vous l'avoue, donc j'ai une épouse qui m'accompagne. C'est vrai qu'elle passe des moments difficiles, quand surtout au niveau des collectivités, ça ne va pas bien, ou bien des périodes d'élection arrivent, mais jusqu'à ce jour, on arrive à s'en sortir, puisque nous ne sommes pas encore au divorce, donc ça se passe très bien. Et avec les enfants en famille, donc on échange. Au contraire, j'ai des enfants qui sont assez âgés, 43 et 41 ans. Donc non, on arrive à s'en sortir. Par contre, c'est vrai que ce sont des charges importantes, et surtout quand on a envie de les assumer pleinement. Donc, eh bien, on y met toute sa passion et on oublie les difficultés familiales. Alors, monsieur le maire, je sais que tu as été le premier adjoint de Michel Renard, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a poussé? Je pense que lorsqu'on est premier adjoint, le but un jour, c'est peut-être sans doute de devenir maire de la commune, de gérer la commune. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être maire aujourd'hui? Puisque tu aurais pu dire, j'ai été maire adjoint, j'ai vu et j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je vais m'occuper d'autre chose, puisque nous savons aussi que tu es un homme très engagé, très engagé. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être maire de la commune du Marigot?
Alors oui, mon passé politique, il est très bref, hein, c'est-à-dire que je suis arrivé en 89, où je me suis adressé à Michel Ouenard et je lui ai dit que je souhaitais faire partie de son équipe. Donc il a accepté, j'ai été élu avec lui, j'ai été élu simple conseiller municipal. Et 3 ans après, disons même 4 ans après, il a fait de moi son premier adjoint. Donc en 92, donc élu en 89, conseiller municipal, et en 92, il me nomme, ainsi que le conseil municipal, à l'unanimité, on me nomme premier adjoint. D'accord. Donc je pense que c'est parce que le parcours était correct et que j'avais bien servi le Marigot. Donc j'ai fait 2 ans en tant que premier adjoint, donc de 92 à 95, donc 3 ans pratiquement. Et en 95, Michel Ouenard donc, fut battu, après près de 48 ans de mandature. Donc je me suis donc retiré un peu de la politique. Je me suis présenté 3 ou 4 ans après au niveau du conseil général face à M. Ange Lavener. J'ai perdu. Ensuite, en 2001, au nouveau conseil municipal, aux élections municipales de 2001, j'ai perdu, mais de très peu. Donc, je me suis retiré définitivement de la politique, me suis-je dit. Et en 2011, alors qu'il y a des élections régionales, conseil général du département, donc beaucoup de marigotins sont venus me chercher pour me dire, écoute, il faut que tu reviennes, etc. Ça fait 19 ans que le maire est là, on ne voit pas beaucoup de changements, etc. Et finalement, petit à petit, l'envie m'est revenue. Alors je vais à ces élections cantonales, là il s'agit de 2 hommes, c'est-à-dire Ange Lavener, Joseph Péraste, puisque c'est un poste de conseiller général, et effectivement je le mets en ballottage. Ensuite, j'ai été battu de très peu de voix au second tour. Et là, donc, les amis du Marigot m'ont dit, ah non, c'est confirmé, pas de problème, si tu viens en 2014, tu seras élu maire. Chose dite, chose faite. Oui. Bon, effectivement, j'ai rassemblé, nous avons tenu quelques réunions. J'ai constitué une équipe de plusieurs tendances politiques. Et à ce moment, je vais aux élections. Effectivement, M. Lavener a été battu donc en mars 2014. Et puis nous revenons en 2020, et d'ailleurs j'ai loupé le premier tour de 9 voix, sans quoi j'étais élu dès le premier tour. Donc au second tour, donc, il ne restait plus que 2 candidats en face, M. Patrick Bredas et M. Ange Lavener, qui ont été tous les 2 battus. Et je me retrouve donc pour une 2e mandature à la ville du Marigot. D'accord. Alors, quelle relation qu'on garde avec, je dirais, une partie opposante, comme l'Ange, nous ne sommes pas là pour refaire la politique, hein, oui. Mais lorsqu'on a des adversaires et on arrive à passer au premier tour, à être élu par le peuple, quelle relation qu'on garde avec, avec la partie opposante Eh bien, à partir du moment où l'homme est élu maire, il devient le maire de tout le monde. C'est ça qu'il faut surtout comprendre. Il devient le maire de tout le monde. Alors, non seulement le maire doit l'appliquer, doit le comprendre et l'appliquer, mais il faut aussi que l'opposition comprenne et accepte que, ça y est, Joseph Péraste, c'est mon maire. Donc, une fois que l'on a compris cela, bon, eh bien, on fonctionne. Nous tenons des conseils municipaux et normalement, bon, eh bien, ils votent pour quand ils sentent que c'est un projet qui est bon pour le Marigot, ou ils peuvent voter contre ou s'abstenir à certains moments. Tout au début, ce n'était pas tout à fait ça. Ils s'opposaient systématiquement. Ah oui. Et en fin de compte, je pense qu'on se dit à un certain moment, bon, ben, mais qu'est-ce que je suis venu faire si je m'oppose à chaque fois? Soit je ne viens plus, ou soit je viens, mais à un moment, si les projets sont valables, j'adhère. Bon, je crois que c'est plutôt comme ça que ça se passe en ce moment. Même si peut-être des fois l'un d'entre eux ne vient pas, je ne considère pas ça comme une volonté de ne pas venir. Je considère ça plus comme étant une indisponibilité du moment. Mais je crois savoir que ça se passe bien au niveau de la ville du Marigot. D'accord. Lorsqu'on est élu maire d'une commune comme la commune du Marigot, et on est élu premier magistrat de cette belle commune, j'en suis fier lorsque je parle de ça, quel est le premier projet, je dirais, le projet ou le sujet le plus délicat qu'on doit prendre en main pour amener ce projet à bon port? Alors, avant tout, un maire doit être attentif à sa population et surtout à une majorité de la population. Ce fut le cas pour moi. Donc, arrivé au pouvoir, eh bien, il y avait une majorité de population qui souffrait parce que ces gens-là sont
pratiquement propriétaires, mais sans titre, c'est-à-dire qu'ils avaient obtenu de l'ancien maire, il y a de cela une vingtaine d'années, Michel Renard, des logements sociaux, suite à un très gros glissement qu'il y a eu sous les hauteurs de Papin. Oui, oui. Et à ce moment, après 15 ans, il devait devenir propriétaire. Bon, l'ancien maire n'a pas eu le temps, je parle du maire qui m'a précédé, il n'a peut-être pas eu le temps de régler ses problèmes, et bien il fallait que je les prenne à bras-le-corps. Et ça a été donc ma première action, essayer de régulariser la situation des habitants du lotissement de Romont. Il y avait 43 familles. Donc j'ai eu à m'occuper, et cela m'a mis 3 ans, en gros, 2 ans et demi, 3 ans. Et aujourd'hui, tous les problèmes de ces gens sont réglés. Donc après, il fallut que je m'attache à un deuxième problème. Parce que dans une petite commune comme le Marigot, il ne suffit pas de brasser les problèmes, il suffit de prendre chaque problème à bras-le-corps et d'essayer d'y répondre. Donc deuxième opération, l'église du Marigot. L'église qui est propriété de la ville. Ça fait partie du patrimoine de la ville. Pour que l'on ne voit pas ça sous l'aspect religieux, oui, que j'ai donné préférence à telle ou telle religion. Non, pas du tout. L'église est patrimoine de la ville, c'est un bâtiment communal. Beaucoup de paroissiens m'ont écrit pour me dire que le toit semble menacé de tomber, ou encore qu'il y avait des problèmes d'infiltration d'eau, ou encore là où le plafond est en béton, il y avait des plaques qui tombaient sur les paroissiens le dimanche. Effectivement, j'ai consulté mon conseil municipal et nous avons pris la décision d'effectuer de très grosses réparations sur cette église qui n'en avait pas connu depuis au moins 50 ans. D'accord. Bon, alors, des dossiers sont montés et nous sommes arrivés à obtenir 837 000 € exactement pour réparer l'église du Marigot. Ça n'a pas été rien, ça n'a pas été facile. Travailler beaucoup avec les bureaux d'études. Eh bien, je dois dire que je commence cette mandature, mais avant la fin de la mandature précédente, j'avais déjà terminé les travaux. Nous avions même procédé à l'inauguration de cette église qui, aujourd'hui, fait la fierté des Marigotins. Donc, je pense que, un peu dans ma politique menée, je crois que je réponds surtout au bien-être de la population. Et c'est très important, le social, mais aussi assurer le bien-être. Parce que dans toute commune, les gens ont envie d'être fiers d'une part de leur commune, mais deuxièmement, d'y trouver un bien-vivre. Et c'est ce que j'essaye de mettre en pratique. Bientôt, je m'attaquerai dans cette deuxième mandature aux personnes âgées, puisque je dois réaliser un bâtiment en vue d'accueillir des personnes âgées, mais qui sont indépendantes, c'est-à-dire des gens qui peuvent se déplacer en toute autonomie, mais des gens qui ne peuvent pas vivre toute la journée seuls dans leur résidence. Oui, oui. Donc, pour moi, j'ai considéré que leurs enfants peuvent les accompagner, les amener dans cette structure et passer les récupérer le soir. Donc, ça facilite la vie de famille, oui, ça facilite un peu tout un chacun dans sa profession. Et ce bâtiment donc sera réalisé à Lens-Charpentier, là où la ville possède des petits bâtiments indépendants qu'on appelait des gîtes. Hein. Donc là, je réalise cette opération. Le permis est déjà accordé. Je pouvais commencer ça dès l'année 2018, mais suite à des difficultés financières de la ville, puisque dans toute opération, il faudrait que les gens sachent, quels que soient les financements que vous obtenez, on garde toujours une partie de 10 ou 20% que la ville elle-même doit apporter. Oui. Et tant que la ville n'a pas ses fonds, elle peut obtenir 200, 300 000 € de subvention, mais il faut qu'elle apporte les 20 ou 30 000 € qui sont demandés. Je ne les avais pas, la ville ne les avait pas. Donc les projets ne démarraient pas. D'ailleurs, nous avons eu des recommandations de la Chambre régionale des comptes qui nous dit attention, attention à la gestion. Et cela, le Marigot n'est pas la seule ville là-dedans, puisque si vous suivez les médias, pratiquement toutes les villes de Martinique sont en situation difficile, voire même les communautés d'agglo, oui, qui se trouvent dans des situations tout aussi difficiles et avec des recommandations de la Chambre régionale des comptes. Mais en tout cas, depuis 2021, nous nous en sortons, puisque je reçois en ce moment des courriers de la Chambre régionale des comptes par rapport aux résultats de 2021, eh bien, qui me disent que nous avons fait du bon travail, nous avons su marquer ce moment de rigueur que cela demande. Oui. Mais je voudrais dire que je le fais, c'est vrai, mais en évitant des mesures difficiles pour la population, telles que premièrement des licenciements. Je n'en procède à aucun licenciement.
peut-être pas de renouvellement de certains contrats qui arrivaient à leur terme, ce qui est tout à fait normal, mais pas un seul licenciement. Les départs à la retraite, les gens ne sont pas remplacés, parce que je considère qu'aujourd'hui, soit qu'il y avait un peu pléthore de personnel, puisque la Chambre régionale des comptes m'a fait ces observations, mais deuxièmement, eh bien, je considère que j'ai une population d'administratifs, j'ai des agents de haute compétence et qui peuvent être des polyvalents. Et je crois, après avoir discuté avec eux, après avoir discuté avec les syndicats aussi, eh bien, ils m'ont dit, monsieur le maire, nous sommes prêts et je pratique la polyvalence. Je mets en place la polyvalence et je crois que les gens sont tout aussi fiers. Mais là aussi, je remercie ce personnel parce qu'en quelque part, il m'aide dans mon évolution et il facilite le redressement de la ville. En tout cas, après 7 ans de mandature, pas un seul mois de retard dans les salaires. C'est très important du personnel. Pas un seul mois de retard. Après combien de mois vous dites? 7 ans. D'accord, après 7 ans, d'accord. Puisqu'il y a 6 ans de la première mandature et la première année de ma deuxième mandature. Ce qui veut dire, je veux dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais connu un retard dans les salaires. D'accord. Ce qui est très important, puisque vous avez des pères et des mères de famille. Et puis, je dois dire aussi que j'ai adopté cette rigueur, c'est-à-dire pas de remplacement de départ à la retraite. Quelqu'un il part à la retraite, bon, eh bien, tout le monde se dit, bon, eh bien, on va formuler une demande d'emploi, etc. Non, je l'avais annoncé. Tant que la ville n'est pas totalement redressée, je ne ferai pas de recrutement abusif, si on peut le qualifier comme ça. Donc voilà, et la situation, elle s'améliore, elle s'assainit, et je ne peux que m'en féliciter et féliciter le personnel qui m'accompagne et surtout les élus qui acceptent ce plan de rigueur. D'accord. Alors, monsieur le maire, une question vraiment sans langue de bois. Je sais que tu es quelqu'un de vraiment sincère et ça n'existe certainement pas chez toi, parce que lorsque tu as quelque chose à dire, tu le dis. Nous savons toutes et tous que lors des élections, les maires en place, ou ceux qui vont poser leur candidature, on les voit un peu partout, du porte-à-porte, ils vont voir toutes les familles, frapper aux portes. À ce jour, est-ce que, monsieur le maire du Marigot, Joseph Peras, est-ce que tu es un maire très accessible, qui veut dire que lorsque les habitants ont besoin de te joindre, est-ce qu'il faut obligatoirement, ce qui est tout à fait normal, passer par un rendez-vous au niveau du secrétariat où on peut éventuellement interpeller le maire pour manifester des doléances? Oui. Alors, je crois qu'il faut savoir, au-delà de toute position politique politicienne, amener les gens à s'élever. Et je crois que c'est ce que j'ai mis en pratique et il me semble réussir dans la mesure où j'ai voulu que les administrés s'intéressent à leur service, s'intéressent à leur mairie. Je tiens des permanences 2 jours semaine, mardi, jeudi. D'accord. Permanence où je suis totalement et toute la journée à la disposition de la population. Avec rendez-vous? Sans rendez-vous. Ah, sans rendez-vous, d'accord. Sans rendez-vous. 2 jours par semaine. Ces 2 jours-là, sans rendez-vous. Et les autres jours, rendez-vous. Ce qui veut dire que je suis en mairie tous les jours. D'accord. Puisque je suis un retraité de l'éducation nationale. D'accord. Donc en mairie tous les jours. Et je crois que vous réinterrogez tous les administrés, ils vont vous dire, mais c'est pas possible, c'est un médecin, il consulte. Parce que chaque fois que je viens en mairie, j'ai soit 5, 7 ou une dizaine de personnes qui sont là, qui attendent. Et le maire se fait le devoir de les recevoir. Ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup, mais je me suis dit que c'est un succès dans la mesure où je me dis qu'ils sont même heureux de se rendre en mairie. Parce que vous savez, des fois, dans des villes où les gens vous disent « Moi, je ne vais pas en mairie parce que mes accords ici vont mal. » Ce n'est pas le cas au Marigot jusqu'à aujourd'hui. Donc, Dieu merci. Et puis, des visites dans le quartier, moi, j'en fais soit des fois avec le directeur général des services, qui est un Marigotien, M. Irel Sébastien, un jeune, ou encore avec les responsables du service technique. Et aussi, fort souvent, avec mon premier adjoint, M. Nézelien, qui a été premier adjoint au cours de la première mandature, premier adjoint au cours de la seconde mandature, et qui fait un travail extraordinaire dans la mesure où c'est un homme du peuple. D'accord. Il a été secouriste, sapeur-pompier, et donc il m'accompagne un peu partout, et nous faisons ce que nous pouvons, mais je ne peux pas dire,
Je ne vais pas mentir non plus pour le dire, je ne suis pas sur le terrain tous les jours. D'accord. Je veux aussi éviter cela, dans la mesure où fort souvent, on peut n'avoir rien à dire, sinon que peut-être boire un coup ou un truc comme ça. Tout à fait. Non, je veux amener mon peuple à l'élévation. Moi-même, j'essaye de m'élever pour que, au moins, ces gens-là se sentent fiers de leur maire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de monsieur le maire du Marigot, monsieur Joseph Perras, puisque nous savons que tu es très sollicité. Donc, qu'est-ce qui fait le succès aujourd'hui du maire du Marigot? Le succès, il est très simple. Hein. Il vient d'une part de l'humilité, mais deuxièmement d'un savoir-faire en termes de mise à disposition. Oui. Je suis à la disposition de ma population. Donc, je crois que ça, une fois que la population le découvre et le reconnaît, bon, eh ben, elle adhère. Elle adhère et je pense que mon succès vient de là, c'est-à-dire que je suis à l'écoute, je réponds, s'il faut dire non aussi, je sais le dire, c'est clair. Et vous avez même, on le dit en mairie, que quand vous arrivez au bureau de M. Perras, vous pouvez repartir avec un nom, mais avec un nom et le sourire. D'accord. Cela veut dire que, eh bien, l'administré a adhéré, il a compris. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des projets à venir du Marigot, ce que vous, je dis vous, avec les élus, quels sont est-ce qu'on peut parler des projets à venir pour le bien-être du Marigot? Oui, tout à fait. Nous avions un premier grand projet qui date de 4 ans. C'est le projet de la zone d'aménagement économique à la Pointe, sur 8 hectares. Bon, nous avions élaboré là un très beau projet, qui avait même obtenu l'approbation de Cap Nord, puisque c'est Cap Nord qui est compétente en matière d'aménagement de zones artisanales ou de zones de développement économique. Simplement, nous rencontrons, et là je dis que c'est peut-être le maire qui n'a pas eu de chance à ce niveau, un problème au niveau des services archéologiques de la Martinique. C'est-à-dire que, rumeur ou pas rumeur, on a peut-être trouvé des traces de précolombiens, des traces d'amérindiens, et ce service a décidé, n'est-ce pas, de mettre le grappin sur ce terrain de 8 hectares, de faire des fouilles. Alors à un certain moment, les Marigotais ont même cru qu'il s'agissait de début de travaux. Mais non, c'est le service archéologique qui a quelque peu fouillé à droite à gauche dans l'objectif de chercher des traces de ces précolombiens ou des Amérindiens, c'est-à-dire soit des éléments de vaisselle, assiettes, bols ou tasses, etc. Et effectivement, nous pensons qu'ils ont peut-être trouvé des choses, puisque la rumeur le dit, mais cela fait quand même 3 ans que ce dossier est bloqué à cause des services archéologiques. Et je vous avoue que hier, j'ai été reçu au ministère de l'Outre-mer et j'ai évoqué cela avec les représentants du ministre de l'Outre-mer qui nous recevaient. Et je leur ai dit que je souhaiterais que Monsieur le Président de la République ou que Monsieur le ministre de l'Outre-mer interviennent auprès de leur propre service, puisque le service archéologique, c'est un service d'État. Qu'ils interviennent auprès de leur service, mais pour qu'ils libèrent le maire et la ville du Marigot de leur projet. J'ai une population qui souffre. Le Marigot est une commune dortoir où il n'y a pas d'artisans, il n'y a pas de beaucoup de commerçants. Mon premier objectif, c'était de développer économiquement la ville. Le seul terrain que nous disposons à la Pointe, et que brusquement mon projet soit bloqué parce qu'on a fait des fouilles. Alors est-ce qu'il faudrait que le maire aille vers une grève de la faim ou est-ce qu'il demande à sa population de l'accompagner? Mais ce projet, sur lequel beaucoup au niveau de la population attendaient, ce projet est en train d'échouer parce que les services de l'État ne me répondent pas. Alors, donc je suis intervenu hier auprès du ministre des Dômes. D'accord. Comment ça se passe lorsqu'un maire décide de faire des travaux, par exemple, comme tu l'expliques, au niveau de la Pointe, lorsqu'on quitte un peu le Marigot pour aller vers le Lorrain, et que le maire décide de lancer des travaux pour le bien-être de la commune. Alors, comment ça se passe lorsque un service d'archéologique arrive pour faire effectuer des recherches, des fouilles, et puis constate qu'il y a matière à arrêter les travaux? Comment ça se passe exactement? Est-ce qu'ils le font sans autorisation ou expliquez-nous comment ça se passe? Ils sont autorisés, puisqu'il suffit simplement qu'on annonce le projet. C'est ça qui est le pire. S'il n'y avait pas de projet, je n'aurais pas de service archéologique chez moi. On annonce un projet. Ils entendent, bon, eh bien, focus sur le Marigot, on y va. D'accord.
Ils font des recherches avec donc, des engins. Ils vous adressent un courrier d'abord vous disant que... Pour vous dire simplement qu'il s'avère ou encore qu'il y a des infos qui circulent comme quoi que ce secteur a accueilli des Amérindiens pendant une période de ceci ou de cela. Donc, monsieur le maire, avant que vous puissiez commencer vos travaux, nous devons faire de la prospection. Bon, ils y vont, ils fouillent. Hein. Mais le pire, c'est qu'après 3 ans, je n'ai pas de réponse. Oui. Parce qu'ils auraient pu me dire qu'on a trouvé ceci, qu'on a trouvé cela, parce que je n'ai rien contre que ce soit un site archéologique demain, puisque il y aura toujours des retombées économiques. Il y aura les touristes qui viendront voir, etc. Mais que l'on me réponde et que je puisse donner de l'information à la population. Je suis en ce moment dans l'incapacité de donner aucune information. Et ça ne fait pas sérieux pour un maire. On a beau vis-à-vis de ses administrés. Oui. Bon, mais je ne vais pas aller non plus jusqu'à une gobe de la faim qui n'aboutira pas, puisque c'est l'État. L'État dans l'État, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Donc, j'ai aussi d'autres projets, comme je l'ai dit, à Charpentier. Nous avons un projet de réalisation de centre d'accueil, de centre d'hébergement de personnes âgées. Là, le permis est obtenu, il a été exposé et tout. Mais au moment où on devait commencer les travaux, le bouclage de l'opération, le bouclage financier, donc, était fait. Il ne manquait simplement que l'apport de la collectivité. Parce que ce que je voudrais expliquer justement aux gens, c'est que oui, un maire, un conseil municipal, on peut avoir des projets, mais dans tout projet, la ville doit apporter sa contribution. S'il n'y a pas de contribution de la ville, pas d'opération financée, dans la mesure où, quelle que soit la collectivité ou les services de l'État, on ne finance jamais à 100%. Il faut que la ville apporte. La ville du Marigot étant quand même une ville pauvre, donc qui n'avait pas non plus d'épargne, eh bien, à ce moment, le maire déclare qu'il ne peut pas, par exemple, pour un projet de 200 000 € à Charpentier, eh bien, il lui fallut que la ville ait au moins 20%, 2 fois de 4, donc il faut que la ville ait 40 000 € d'apport. Je ne les ai pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reporte en attendant que nous arrivions à de l'épargne et que nous arrivions à avoir cette somme au trésor public et que nous puissions annoncer aux financeurs, ça y est, les 20%, nous les avons, donc l'opération peut démarrer. Mais vous pouvez obtenir toutes sortes de délibérations de subventions tant que vous n'avez pas votre quote-part personnelle, les projets ne peuvent pas démarrer. Donc, en ce moment, je peux annoncer que pour 2022, oui, ce centre pourra démarrer. Oui, en 2022, le stade de Papin, il est prévu pratiquement 200 000 € sur le stade de Papin, donc on va le faire. Pourquoi sur le stade de Papin? Car c'est devenu une priorité pour le Marigot. Dans la mesure où, même du temps du maire qui m'a précédé, le stade est abîmé. J'ai essayé pendant 3 ans de refaire ce stade avec nos propres moyens. À chaque fois, lors de pluies diluviennes, le stade s'effondre et nous avons des dénivelés allant de 1 à 3 mètres. Ce qui est catastrophique. Et en plus, les services de l'État m'ont ordonné de fermer, de prendre un arrêté et de fermer ce stade, car s'il y a un... Le stade de Papin ou le stade du Marigot? Le stade du Bourg, à La Pointe. Oui, c'est ça. Non, je veux dire le pourquoi j'investis sur Papin, parce qu'il faut que les jeunes aient un stade. Oh, tout à fait, d'accord. Parce qu'en ce moment, je sollicite la ville du Lorrain ou la ville de Sainte-Marie pour me prêter un stade ou une aire de jeu afin que les Marigotins puissent s'entraîner. Donc c'est très difficile. Donc là, pour le moment, à La Pointe, j'ai fait beaucoup de remblais. Au moment où on devait démarrer les entraînements, eh bien, paf, ça y est, les pluies diluviennes de novembre, et le stade s'est à nouveau déplacé jusqu'à avoir un dénivelé quand même de 60 à 80 cm. Donc, je ne sais quoi faire. En tout cas, je pense qu'avec cette nouvelle collectivité territoriale qui vient de se mettre en place, nous allons pouvoir obtenir des fonds pour soit refaire un stade dans ces lieux, mais pour les refaire dans ces lieux, il faut compter au moins, en tout et pour tout, 1 million d'euros. Pour une petite ville comme le Marigot, ce n'est pas évident, mais je vais essayer de me débrouiller pour obtenir ces fonds, puisque je voulais le faire à La Pointe, mais le problème c'est qu'à La Pointe, le terrain, c'est du terrain constructible, on n'en a pas beaucoup sur le Marigot. Je pense que pour mettre un stade sur un terrain en gros constructible qui a une certaine valeur, bon, il y a lieu de réfléchir plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai vu avec les jeunes, j'ai vu avec l'association mère, la JSM du Marigot,
Je leur ai fait cette proposition de fonds Papin, où il y a déjà un stade, mais qui mérite simplement d'être agrémenté, d'être agrandi, etc. Ça y est, cette semaine, donc, on va voter ça au conseil municipal, puisqu'ils attendent mon arrivée. Donc, je pense que pour mardi, nous avons un conseil municipal et on va voter un peu les déblocages de ces opérations pour qu'en 2022, au moins le stade de Papin soit un vrai terrain, une vraie aire de jeu pour que les jeunes puissent s'amuser. D'ailleurs, j'ai vu avec eux et je mettrai à la disposition des jeunes un minibus pour le va-et-vient entre le bourg et Dominante, puisque c'est à Fond-Papin, pour qu'ils n'aient pas besoin ni de faire du stop, ni de prendre des taxis. La ville mettra à leur disposition un bus de 8 places que j'ai acheté déjà, qui est là, et qui pourra les véhiculer. D'accord. Voilà. Et ce bus, ce transport sera gratuit ou ça sera... gratuit, puisqu'il s'agit d'un bus communal, donc il n'est pas question de faire payer quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord. Voilà. Monsieur le maire, lors de votre premier mandat, les propositions qui ont été faites de la municipalité, est-ce que jusqu'à maintenant on peut dire que les promesses sont plus ou moins respectées? Pas du tout. Pas du tout, dans la mesure où, comme je l'ai dit, je rencontre des problèmes. Déjà, une première promesse qui n'a pas été respectée. J'avais prévu la préparation de la pointe au cours de ma première mandature. J'avais prévu le centre d'hébergement et d'accueil à Charpentier au cours de ma première mandature. Le permis, oui, je l'ai obtenu, mais les financements, non, pas encore. Donc, non, je ne suis pas satisfait de ma première mandature. Et je le dis, j'avais même peut-être une crainte au niveau de l'élection en me disant, bon, eh bien, je serai sanctionné parce que... Eh bien, je trouve que j'ai une population extrêmement raisonnable, une population qui sait faire la part des choses, contrairement aux adversaires politiques qui m'ont beaucoup attaqué là-dessus. Je suis fier d'avoir cette population qui s'est dit, mais à qui les met attaquer sa feuille? À qui mouvement et puis conjoncture difficile de là? Même là, dans cette deuxième mandature, on peut être critiqué, c'est pourquoi je pardonne tous ceux qui critiquent. On peut être critiqué, mais je suis sûr que la population se dit, mais Covid là, c'est pas Marigot seulement, ni Covid tout partout. Donc, mais même moi, ça n'a pas marcher Cap Nord, même moi, ça n'a pas marcher à l'espace sud ou la ville Fort-de-France, Marigot a dans le même bain. Donc, ils me comprennent. La seule chose, c'est qu'il faut que le maire adopte un langage franc, premièrement. Deuxièmement, de vérité, et puis qu'il affronte. Le tout, c'est de bien expliquer. Par contre, là où j'ai réussi, et je le dis de façon très fière, c'est procéder à l'élévation des hommes, et deuxièmement, apporter un bien-être au Marigot. Ça, je peux dire oui que c'est fait, puisque on n'entend pas le Marigot dans des mouvements, dans des sortes d'humeur, quoi que ce soit. Les gens y vivent tranquillement, et je crois même que beaucoup d'autres à l'extérieur commencent à venir habiter le Marigot, et c'est déjà une fierté et un honneur pour moi. Très bien. Monsieur le maire, nous sommes là pour poser des questions, pour connaître un peu plus la municipalité, pour connaître le Marigot, puisque nous savons quand même que le Marigot reste quand même une belle petite commune. Et comme tu viens de le dire, il y a beaucoup d'habitants, de résidents qui ne sont pas du Marigot, mais qui viennent habiter au Marigot. On parle souvent et on entend souvent les dires du Marigot et aussi vous dire que le Marigot est une ville dortoir. Qu'est-ce qu'il faut pour empêcher que les jeunes partent en métropole, partent ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut pour développer des emplois ou des projets intéressants pour retenir nos jeunes au Marigot? Oui, c'est vrai que le Marigot est une commune dortoir, puisque c'est une commune, même avant mon arrivée, qui n'a pas d'activité économique. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être une bonne dizaine de commerces, et encore de petits commerces et des artisans. Donc PMI, PME, il n'y en a pas beaucoup, d'une part, mais deuxièmement, moi je dis simplement que je n'ai pas eu la chance de trouver beaucoup de fonciers, parce que je crois que le premier rôle d'un maire, c'est d'abord de faire acquisition de foncier. D'accord. Donc j'aurais été maire peut-être il y a 15 ou 20 ans. Là, je peux dire que j'aurais fait de façon à ce que la ville ait du foncier. Mais j'ai trouvé une ville avec seulement 8 hectares de foncier. C'est vraiment médiocre. J'essaye de faire.
j'ai sollicité déjà, parce que je suis en train de voir si je peux acquérir 21 hectares à Séguineau, plus une vingtaine d'hectares encore à La Pointe. Mais c'est des plantations pour Séguineau, c'est du terrain en friche, là où il y avait les bassins d'écovistes. Et pour La Pointe, c'est un peu de l'exploitation bananière, mais qui intéresse la ville. Et vu la disposition donc, de ce sol, je crois qu'il y a lieu de pouvoir réaliser là de belles opérations. Donc je me suis lancé dans une campagne d'acquisition foncière. D'ailleurs, au bout aussi, j'achète partout ce qu'on appelle les dents creuses. D'accord. Je peux vous dire, par exemple, pour les Marigotins qui vont se reconnaître, la maison de Mme Germaine Barty, qui était l'ancienne poste du Marigot, près du marché. Donc la commune a fait l'acquisition, on est devenu propriétaire. La maison en bois qui se trouvait dans le virage du bourg, là, à côté du coin des Braves, nous avons fait l'acquisition. Donc le maire et le conseil municipal essayent à chaque fois qu'il y a un administré qui se sépare de son patrimoine, eh bien, la commune essaie de prendre parce que je prépare l'avenir d'artisans, de commerçants sur le territoire de la ville. Mais il faut que l'on comprenne, et c'est normal, ce sont des choses qui mettent du temps. C'est pas évident, ça met du temps puisqu'il faut attendre que l'on vende. Même là, par exemple, à Séguineau, je vois que je suis presque contraint de lancer une procédure d'expropriation, puisque ça fait quand même 4 ans que j'aborde le propriétaire pour lui dire j'ai besoin là de faire toute une zone d'activité sportive, terrain de tennis, basket, football, volleyball, et même aussi peut-être une piscine, etc. Mais il faut que la ville ait du foncier. Parce que les gens disent pas de développement, mais comment faire ce développement si on n'a pas déjà les moyens en termes de foncier? Donc, oui, le Marigot, c'est une ville de dortoir, mais elle s'en sort, puisque j'ai eu à faciliter l'implantation d'industries sur la ville, puisque nous avons déjà une usine de traitement de boue sur le territoire de la ville du Marigot. L'unique usine de traitement, et la première usine de traitement en Martinique, maintenant il y en a 2, de boue et d'assainissement. Je suis en train de faciliter la venue d'entreprises sur le territoire de la ville, même si ce ne sont peut-être pas des marigotins, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la dimension ou ils n'ont pas encore peut-être les moyens, mais je permets à d'autres de venir s'installer en passant la condition suivante, c'est-à-dire que vous recrutiez au maximum des gens de la ville. Oui, tout à fait, ça va de soi. On ne peut commencer que par ça. C'est sûr. Et puis, deuxièmement, j'avais de grands projets pour le Marigot. Mais je me suis dit, en cours de route, parce que l'expérience faisant, et grand nombre pas qu'à honte, je me suis dit, effectivement, avoir de grands projets, mais est-ce que les Marigotins seront prêts à occuper ces lieux que vous allez réaliser? Et effectivement, j'ai changé de fusil d'épaule en me disant, non, j'installe d'abord les Marigotins dans des petits locaux afin que ce ne soit pas très cher, voir comment ils se développent, comment ils occupent l'espace, et à ce moment, avec eux, monter un programme de développement de la ville. C'est un peu comme ça que j'aborde ma deuxième mandature. D'accord. On parle de la deuxième mandature, mais dès le premier mandat, monsieur le maire, je pose la question, puisque nous avons quand même beaucoup de monde qui regarde cette télévision. Surtout, j'espère, les Marigotins, les Marigotines qui regardent cette télévision, cette émission, bien aussi. Est-ce que tu penses avoir accompli, je dirais, ta mission dès ton premier mandat? Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense avoir accompli ma mission, oui, mais je ne pense pas avoir réussi. Il faut saisir la subtilité. Et il y a un premier aspect qui a empêché un peu que je réussisse à 100%, c'est d'abord la méconnaissance des difficultés. Parce que quand on est candidat et qu'on vient contre un maire en place, on ne vient pas contre l'homme, on vient contre un peu des perspectives que l'autre n'a pas su déployer. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas mesuré, c'est l'état vraiment de la ville. Et ça, comme je n'étais pas conseiller municipal, je n'avais pas sous les yeux les différents rapports, les différents procès-verbaux de conseils municipaux, et c'est en arrivant sur place qu'on se dit, oh là là, mais c'est bien plus qu'on ne pensait. Donc tu l'aurais su, est-ce que tu aurais quand même
Je l'aurais su, je l'aurais quand même continué, puisque la preuve, j'aurais pu me dire au bout d'un mandat, je laisse filer, puisque je peux mener ma vie tranquille à la maison. Non, au contraire, cela m'a permis de prendre à nouveau l'engagement et pour dire aux marigotins que je vais sortir le marigot de ce marasme-là, et quitte à ce que peut-être après cette mandature, que je m'en aille. Oui. Mais je voudrais, avant de partir, eh bien, que ce marigot émerge. Entre le Lorrain et Sainte-Marie, qui sont deux villes importantes, puisque nous ne sommes qu'à 3300 habitants, alors que Sainte-Marie à côté, c'est pratiquement 17-18 000, le Lorrain 9-10 000. Donc, que cette petite ville du marigot ne soit pas non plus phagocytée par les deux autres en face. D'accord. Alors, il existait un gros problème, monsieur le maire, concernant la cité de Roumont, un gros problème d'électricité. Oui. Est-ce que c'est un problème qui a été résolu ou c'est un problème qui est en cours ou est-ce que ça en est? Alors, le problème d'électricité, oui, les gens du lotissement de Roumont ont eu à souffrir parce qu'il manquait quelques ampoules à droite à gauche. Mais quand je vais vous faire le développement de ce qui s'est passé, vous allez non seulement comprendre, mais vous allez me dire, mais monsieur le maire, vous tenez des 100% raison. Nous avons une commune qui est en difficulté financière. Nous avons un quartier, comme le lotissement de Roumont, et comme tous les autres, puisque ce que je vais vous apprendre a de l'importance. Nous avons le quartier de Roumont et bien d'autres quartiers, où chaque 15 jours, 8 jours, il y a des lampes grillées et qui ne sont pas remplacées dans les temps. Pourquoi? Parce que depuis pratiquement 1 an et demi, j'ai passé une convention avec le SMEM, le syndicat mixte d'électricité de la Martinique, dont je suis vice-président. Oui. J'ai passé un contrat avec eux pour changer toutes les ampoules de la ville de Marigot. D'accord. Premièrement. C'est-à-dire que nous sortons de l'ampoule jaune là pour passer au LED. D'accord. Donc nous devenons une ville moderne en termes d'éclairage. Il faut savoir aussi que ces LED nous amènent à des résultats considérables en termes de bénéfices, puisque nous allons payer un peu moins de la moitié de ce qu'on payait à EDF, la ville du Marigot. Donc, j'ai programmé plus de 1000 lampes, 1200 lampes exactement à remplacer sur l'ensemble du territoire du Marigot. Et depuis juillet, des entreprises payées par le SMEM, puisque j'ai passé un contrat de 5 ans de gestion de ces lampes avec le SMEM. Donc, des entreprises travaillent sur le territoire de la ville. Il était prévu que pour fin septembre, début octobre, ce soit terminé. Mais vous savez qu'il y a toujours des aléas, premièrement, par rapport au Covid, mais deuxièmement, il y a des problèmes que l'on n'avait pas vus au départ et que par rapport à une réglementation actuelle, des choses qui étaient possibles il y a 20 ans ne sont plus aujourd'hui. Par exemple, je peux vous dire que quand on découvre que vous avez ce qu'on appelle un support, ça nous a crié en créole en poteau, poteau lumière. Donc quand vous avez des supports et qui se trouvent dans les propriétés des gens, à l'intérieur des clôtures, dans les jardins des gens. Autorisation. Non seulement autorisation, non. L'État vous dit que, l'EDF vous dit, on ne peut pas. Ah bon? Ah non, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir chez le particulier. D'accord. Et c'est vrai, parce que imaginez que les poteaux, les supports se trouvent dans la cour dans votre cour, fermés. À ce moment, qu'est-ce que vous me dites? Ah mais l'agent EDF, il vient, il arrive, il n'y a personne dans la maison, il ne va pas ouvrir votre barrière, votre barrière est fermée. Tout à fait. Donc, il repart. Il va falloir qu'on vous appelle et qu'on vous dise que vous avez une ampoule grillée, mais on devra intervenir. Vous, qu'est-ce que vous dites? Ah, monsieur, écoutez, moi je travaille tous les jours, si vous venez, c'est samedi ou dimanche, mais... Donc, des problèmes se posent. Et le samedi, le plus souvent, le service ne travaille pas. Ne travaille pas. Donc, les problèmes se posent, donc, des textes sont prévus, dès qu'il y a un support qui se trouve sur une propriété privée, non, on ne remplace pas. Et c'est au maire de proposer un autre lieu. D'accord. Alors, pour le moment, on intervient là où c'est facile, c'est-à-dire sur des supports qui se trouvent en bordure de route communale, ce qui est fait. D'ailleurs, le lotissement de Roumont, depuis une semaine, je te l'apprends, totalement revu et complètement équipé dans des LED. Très bien. Appelez les marigotins là, aujourd'hui, demain, à 100%. Tout est fait. Très bien. Et
eh bien, ce quartier a complètement changé. Oui. Vous vous rendez compte, vous passez des lampes jaunes aux lampes blanches. Oui. Merveilleux. Et cela est fait pratiquement aujourd'hui à 90% sur le territoire de la ville. Et je pense que d'ici la fin novembre, 30 novembre, eh bien, tout sera terminé sous le Marigot. Et c'est un contrat de 5 ans. Et les Marigotins pourront témoigner. Parce que si tu prends les radios de Martinique, les télés, tu verras que chaque soir, le SMEM annonce aux habitants des communes de Marigot, Sainte-Marie et Gaumont, puisque ce n'est pas toutes les communes qui ont passé ce contrat. Oui. Donc nous sommes, nous au Marigot, des avant-gardistes. Le maire a été assez avant-gardiste. Et vous allez voir qu'on vous annonce que vous avez une ampoule grillée. Ne vous adressez plus au maire. Ah bon? Téléphonez au tel numéro. D'accord. Le SMEM. D'accord. Et ils interviennent tout de suite. Très bien. Très bien. Donc j'ai passé un contrat 5 ans. Cela veut dire que mon électricien de la ville du Marigot, que tout le monde connaît, M. Michalon William, n'intervient plus sur ce réseau. Donc il a osé flair à Géma? Non. Eh bien, voilà. Eh bien, au lieu d'oser flair, ce que j'évoquais tout à l'heure, des supports qui se trouvent sur ta propriété, eh bien, c'est la mairie, à ce moment, qui achète le LED et qui fait intervenir son agent. Donc, à ces personnes, je leur ai dit, attendons que le premier programme soit complété. Et ensuite, le maire va acheter, la ville va acheter des lampes. J'ai demandé d'ailleurs l'adresse au SMEM. Et la ville va acheter des lampes pour répondre à ces personnes. Parce qu'elles avaient déjà l'éclairage. Pourquoi, en se modernisant, qu'elles ne puissent pas les avoir? Mais, Mancadillo, patience, encore des mois. Et toute Marigot qui est éclairée. Et puis, support intérieur, con support extérieur. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le maire du Marigot, monsieur Joseph Perras, premier magistrat, qui est venu nous parler sur le plateau de Télé Antilles de sa ville avec toute fierté. Donc je l'accompagne dans cette fierté, bien sûr. Vous devriez savoir pourquoi, je suis du Marigot, bien sûr. Nous allons marquer, si tu le veux bien, une petite pause musicale et on se retrouve dans un petit instant. Merci, à tout de suite. Merci. Nous avons pris plaisir à visionner, à regarder bien sûr le clip de Max Mona, l'enfant du pays, le fils d'Eugène Mona qui a repris le flambeau. Franchement, ça m'a mis en chair de poule. Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur le maire, en regardant bien sûr ce jeune qui a progressé, qui ressemble et qui a pratiquement la même voix de son père, Eugène Mona, que je pense c'est une question qu'il faut pas poser, mais je te le pose quand même. Eugène Mona, qu'est-ce que tu en penses? Non, je dis que c'est un jeune courageux, déjà, parce que vu la dimension d'Eugène Mona, même s'il est le fils, mais pouvoir, je ne dirais pas remplacer, mais pouvoir succéder déjà au père en matière artistique, parce que non seulement que le père composait, chantait, mais c'est un flûtiste hors pair. Tout à fait. Et j'ai trouvé qu'il a évolué très vite, ce jeune, puisque maintenant il est pratiquement aussi fort que le père en termes de flûtiste, et aussi dans sa pratique gestuelle et l'occupation de l'espace. Donc je ne peux lui adresser que mes félicitations à ce niveau. Lui, c'était aussi du courage, parce qu'il ne faut pas croire. Et surtout, en ces moments difficiles de Covid, les artistes souffrent, et je reste persuadé qu'à ce niveau, il doit aussi subir, tout comme les autres, cette pandémie. Donc je lui souhaite du courage, car son père en avait. Merci beaucoup. Nous profitons pour faire un petit clin d'œil, bien sûr, aux artistes du Marigot. Il y en a beaucoup qui se reconnaîtront, comme Timothée Rel. Enfin, tous les artistes, puisqu'on n'aura pas vraiment le temps d'énumérer. Je le dis, Timothée, c'est mon idole. Mon ami et idole. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on vous remercie de votre confiance que vous nous accordez. Nous allons aussi profiter pour remercier Télé Antilles, notre télé de proximité. Et nous allons aussi, pourquoi pas, faire un petit clin d'œil à l'Ange Exotique qui est partenaire de cette émission. Monsieur le maire, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es en place? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on peut constater au Marigot? Eh bien, je peux dire au niveau des relations humaines. Et je crois que c'est ça le plus important dans la vie de tout individu. L'évolution au niveau des relations humaines. Je trouve qu'il y a moins de polémique politique au Marigot. Je ne dirais pas que ça vient de moi, mais je dirais que ça vient, si je puis m'exprimer ainsi, d'un comportement que j'adopte au niveau de la population, c'est-à-dire faire preuve d'abnégation, comme je l'ai dit en début de séance, accepter toutes les critiques, puisque en gros, c'est formateur. Donc je crois que
les Marigotins avaient besoin de ça, parce que je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de problèmes dans le relationnel politique. Ce n'est plus le cas au Marigot. D'accord. Tout le monde se dit bonjour et on essaye aussi d'éviter de parler politique politicienne. Si on parle politique dans le sens de l'élévation de l'individu, oui. Et c'est fondamental pour moi. Donc ça, oui, ça a changé au Marigot. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on a un mandat, on est premier magistrat, on est maire de la commune, lorsqu'on a une grosse responsabilité de la ville sur les épaules, qu'est-ce qui est le plus dur pour un maire? Le plus dur pour un maire, c'est ce qui sera aussi le plus dur pour un homme, homme ou femme, un individu. Dans la mesure où tu penses avoir accompli correctement ta vie, tu as une vie bien remplie, parce que j'ai une vie bien remplie. J'ai été quand même pendant pratiquement 20 ans président du conseil d'administration d'une banque de la place, le Crédit Agricole. Donc, surtout le Crédit Agricole du Nord, qui regroupait les communes de Sainte-Marie jusqu'à Grand-Rivière. Je dis bien 20 ans de présidence. C'est pas rien. Quand on voit que, effectivement, j'ai terminé ma carrière comme principal adjoint de collège, où j'étais directeur de la SEGPA, c'est-à-dire je m'occupais d'enfants en échec scolaire. Donc, quand on voit que j'ai aussi géré une association pendant 6 ans, la Samaritaine, qui n'est pas la plus petite équipe de la Martinique. Tout à fait. Puisque j'ai accompagné les joueurs jusqu'en métropole, où j'ai fait déplacer beaucoup de Samaritains et de Marigotins pour la 32e de finale de Coupe de France. C'est pas rien. Donc, je crois que j'ai eu un passé, pour le moment, bien qu'il me reste encore d'autres choses à vivre, mais je crois que j'ai été assez exemplaire. Et quand on entend à droite à gauche qu'on vous traite de magouilleur, qu'on vous traite de, je sais pas, de tous les noms, et que vous avez une épouse qui a pratiquement réussi sa profession, 2 enfants, qui, je ne dirais pas qu'ils sont des élites, mais qui sont quand même bien dans cette société. Ça vous fait mal pour eux. Oui, c'est sûr. Moi, ça me fait pas mal pour moi-même, mais pour eux. Parce que je considère que ce soit mon épouse, que ce soit mes enfants, ils sont fiers de leur mari et papa. Donc, ça vous fait mal, et puis après, vous vous dites, bon, ben, que Dieu les pardonne, hein, mais vous espérez quand même qu'un jour, ces gens-là sortent du niveau d'où ils se trouvent pour qu'ils s'élèvent un peu. Si la population s'élève, je pense que ceux qui sont opposants devraient faire tomber un certain nombre de choses et puis plutôt se rapprocher et se dire, ben, allons marcher ensemble, c'est pour notre ville. Nous le faisons pour notre ville. Et puis que chacun attende son temps. J'ai attendu 19 ans que le maire qui m'a précédé, j'ai attendu 19 ans. Donc, pourquoi eux ne pas attendre? C'est sûr. Donc, et en plus, là maintenant, j'ai eu 70 ans il y a quelques jours. Bon, malheureusement peut-être pour eux, je suis bien en forme, mais je me dis qu'il est temps qu'on prépare quelqu'un. Tout à fait. Même l'accompagner dans une autre mandature, mais se dire qu'on prépare. C'est sûr. Et préparer un peu la sortie. Tout à fait. Alors, monsieur le maire, nous savons qu'aux Antilles, comme on l'entend partout dans les médias, qu'aux Antilles, il y a une forte progression d'insécurité. Est-ce qu'on peut dire que le Marigot connaît des problèmes de violence, d'insécurité? Alors, là aussi, je dis que je suis un maire assez heureux à ce niveau, puisque, comme je le dis, c'est une commune où il fait bon vivre. C'est une commune où on développe le bien-être. Eh bien, ils sont rares, les cas au Marigot. Et je dirais à la limite, quand il y a un cas au Marigot, c'est peut-être un Marigotin qui subit quelqu'un d'autre, venant d'une autre ville. D'ailleurs, on a vu qu'il y a eu un décès tout récemment au Lorrain, à Joupa, où un chef d'entreprise donc a été abattu. Ah bon? Oui. Monsieur Drané, comment il s'appelle? Albert Drané, chef d'entreprise. Ça s'est passé là, et d'ailleurs, ça s'est passé alors que je rentrais en France. Donc il y a juste le week-end. Et on parle donc d'un récidiviste, déjà, qui est originaire de la commune de Basse-Pointe. Donc vous dire que ces problèmes de délinquance, on ne peut pas dire que ce soit statique. Mais pour le Marigot, je dis Dieu merci, on a quelques jeunes, oui. Et d'ailleurs, dès mon retour, je pense me rapprocher un peu d'eux. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de recruter pour les Sargasses. Je suis en train de monter un dossier pour qu'il y ait un recrutement d'une bonne dizaine de petits jeunes.
j'ose espérer que ces jeunes vont accepter, parce que des fois, ils n'ont pas de boulot, mais ramasser sargasse, pas moins. Il faut que là aussi, la réflexion soit menée, et puis peut-être qu'on les prépare, qu'ils aient une petite formation, une sensibilisation. Mais je dis Dieu merci, le Marigot ne souffre pas trop de ces problèmes de délinquance. D'accord. Justement, lorsqu'on parle de sargasse, je m'apprêtais à poser la question. Il a été dit par la municipalité, la municipalité et les administrés, que la mairie a investi sur un appareil, a beaucoup investi sur un appareil, et qui, l'appareil, apparemment, ne fonctionne pas depuis un moment, et il y a toujours des problèmes de sargasse. Où en est-il tout cela? Oui. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Premièrement, nous avons investi sur un appareil. Je donnerai même les chiffres. Nous sommes à 105 000 €. Ça s'appelle un truc sort. La ville du Marigot a été la première ville sur les 6 ou 7 concernés par les sargasses à se doter de cet appareil. Il lui fallut que je fasse vite, puisque ma population souffrait. Oui. Mais au Marigot, le problème de sargasses est différent de toutes les autres communes, puisque le Marigot n'a pas de plage de sable. D'accord. On a un port où il y a de l'enrochement, et à côté, un plan d'eau abrité. Ce qu'on appelle la marina. La marina. D'accord. Alors, ce plan d'eau abrité, une fois que les sargasses rentrent, ils ne peuvent pas sortir. D'accord. Donc, il me fallait investir 100 000 € pour simplement ce port, car il y a des professionnels, des marins-pêcheurs, qui ne pouvaient pas rentrer et sortir, puisque les machines tournaient dans les sargasses. Oui. Il y a le problème olfactif, c'est-à-dire que ça dégage terriblement, et les gens d'en face du lotissement de Hautmont ne pouvaient pas tenir. Tout à fait. Il y en a même qui quittaient leur maison. Ah bon? Donc, le maire du Marigot et son équipe municipale ont pu se débrouiller pour trouver des subventions. Oui. Et cette machine a été subventionnée, et j'ai dit que ça ne se fait pas, et nous avons pu le faire à 100%. Ce qui veut dire aucune participation de la ville du Marigot. Maintenant, les opposants ont parlé de tout, c'est-à-dire en disant la commune a investi, engagé 100 000 €. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pourquoi les Mankadou m'a dit la vérité. Ça m'a dit, on a redécouvert que tout à l'heure, c'était la vérité en Tekadou. Oui, oui. Quand je disais qu'aucune opération ne peut être financée s'il n'y a pas un apport de la ville. Donc, sur cette machine de 100 000 €, la ville du Marigot a amené 10%. D'accord. 10 000 €. D'accord. Mais le problème que cela pose, quand il y a une subvention, quand il y a un financement, et je le dis pour que tout le monde comprenne, quand il y a un financement sur une opération, les collectivités qui vous attribuent leurs subventions vous débloquent quand vous, maire, vous avez payé. D'accord. Ça veut dire qu'on débloque sur présentation de la contribution, on parle, hein? Oui, oui. Non, pas seulement la contribution. Oui. La machine coûte 100 000 €. Oui, oui. Tant que même Marigot, la commune Marigot, pas payé 100 000 €, il n'y a pas qu'à bailler subvention. D'accord, c'est ça. Pour qui? Parce que si on bat au lieu d'ouvrir, elle ne pas fait. Oh, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, ils veulent d'abord, par exemple, j'ai obtenu 50 000 € de l'Europe, oui. J'ai obtenu 30 et quelques mille € de Cap Nord et une vingtaine même pas, oui, 20 000 € de Cap Nord, 20 000 € de l'État et ensuite l'Europe, et il ne restait plus que 10 000 € de la ville à emmener. Donc en gros, la machine aurait coûté à la ville 10 000 € au lieu de 100 000, donc 10%. Donc quand les gens racontent ce qu'ils racontent, et aujourd'hui, donc, il y a de cela 1 an ou 2, la ville avait des difficultés financières, donc elle ne pouvait pas payer les factures, donc recevoir en face ce qu'on lui doit. Et ce qui déséquilibre un budget, puisque quand vous clôturez votre budget, mettons en 2019, alors que vous avez acheté la machine en 2019 et que vous devriez tout payer en 2019, si au mois de décembre 2019, l'État ou les autres services ne vous ont pas donné ce qu'ils devaient vous donner, vous avez un budget en déséquilibre. Mais c'est un déséquilibre momentané et qui attend simplement que cela se régularise. Et aujourd'hui, tout est fait, puisque la dernière réunion que j'ai eue juste avant de partir en France avec M. le sous-préfet de la Trinité, avec M. Herel, et autres personnes de mes services, eh bien, nous avons réglé définitivement la machine, puisque l'État, la France, qui me devait
50 000 euros, m'a fait savoir que ça y est, on débloque les derniers 50 000 euros. Donc, ce qui fait que tout de suite, mon budget va retrouver un certain équilibre ou encore une réduction du déficit. C'est facile à comprendre. Mais quand vous avez des gens qui veulent chercher la petite bête, et je leur dis non, c'est pas bien grave, puisque eux, ils vont apprendre que bon, ils ont essayé de me traîner dans la boue, mais que ça n'a pas marché. Le marigot, même si le nom marigot dit bien boue un peu, mais le marigot n'a plus de boue. D'accord. Il n'y en a plus. Tout en sachant que le marigot, en faisant des recherches, ce serait dommage pour un marigot de ne pas le savoir. Le marigot, lorsqu'on appelle le marigot, à l'époque où que les habitants commençaient à venir, habiter, s'installer au marigot, c'était de mangrove. Ah mais oui, c'est pourquoi je l'ai dit, il n'y a plus de boue. D'accord. C'est fini. D'accord. Alors comment ça se passe, monsieur le maire, lorsqu'on gère une commune, lorsqu'on a des difficultés, est-ce qu'on fait appel aux communes, aux maires voisins, communes voisines, Sainte-Marie, Le Lorrain? Est-ce que vous avez déjà une bonne relation entre vous, les maires? Tout à fait. Et d'ailleurs, je peux vraiment en parler, puisque quand M. Bruno Nestorazero a été élu président de Cap-Nord, donc il m'a donné la délégation de la mutualisation. Donc, j'assure la bonne communication, le lien entre les 18 communes de Cap-Nord, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis le mois de juin, j'ai fait Cap-Nord acheter donc toutes les machines qu'il faut pour les sargasses, pour les villes du Robert, de Sainte-Marie, de Trinité, de Marigot. D'accord. Donc ces 4 communes qui souffrent des sargasses. Aujourd'hui, Cap-Nord a acheté camions, tractopelles, des bennes et des engins à chenilles et tout pour que ces 4 communes-là puissent enlever leurs sargasses. Donc, oui, j'ai fait jouer la mutualisation, oui, j'ai accompli ma mission et monsieur le président Bruno Nestorazero est très satisfait du travail qui a été fait en commission de mutualisation. Parfait. Donc, j'occupe ma place et je fais le boulot à la place que j'occupe. D'accord. Alors, une fois que les sargasses ont été extraits, je dirais, de l'eau, quel est l'acheminement, le suivi de du produit des sargasses? Qu'est-ce que vous faites réellement avec? Est-ce que c'est enterré? Est-ce que c'est brûlé? Voilà. Pour le marigot, c'est assez spécial. Donc, nous déposions les sargasses juste à l'entrée du stade, près des guichets, là, puisqu'il y a un espace. Et j'ai vu aussi avec l'Office national des forêts, avec l'État, pour que ces lieux soient bien encadrés. Donc, si vous allez là aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un espace délimité pour ça, préparé, c'est-à-dire que les services de l'État ont fait un drain, ils ont tout préparé, ils ont mis une clôture, ils ont mis 2 portails, entrée, sortie, et c'est là que le maire et la commune déposent les sargasses. Et à ce moment, on n'a plus d'odeur puisque c'est drainé. Il y a un drain qui est fait par les services de l'État, par les ingénieurs. Et à ce moment, donc, nous n'avons plus de problème d'exposition des sargasses. Mais par contre, la ville du Marigot a été sollicitée par des sociétés pour installer une usine de traitement de sargasses sur le territoire de la ville. Premièrement, première réflexion, parce qu'on se dit, quand on va mettre ça, il faut stocker les sargasses. Les marigotins vont dire, mais la commune, c'est pas un bail dépôt jodi, dépôt poubelle, etc. Donc vous avez beaucoup de réflexions à mener. Même si c'est vrai que cela peut vous emmener du travail sur le territoire de la ville, mais ça, toute implantation du genre a aussi ses conséquences négatives. Donc, nous sommes en train de réfléchir là-dessus, il y aura une consultation de la population, mais je crois savoir aussi que cette société qui veut s'implanter pour traiter les sargasses, parce qu'elle va traiter les sargasses non seulement du Marigot, mais des autres communes, pour traiter et pour en faire des produits tels que du gaz, des objets ménagers, etc., puisque ça se fait déjà en Martinique avec les sargasses. Mais, si vous voulez, ils n'ont pas encore obtenu l'agrément français parce que les gens qui veulent venir installer cette usine, c'est un groupe allemand. D'accord. Donc je pense qu'ils vont d'abord entreprendre leur démarche pour obtenir de façon officielle leur agrément. Et à partir de cela, avec les marigotins, on va étudier pour savoir où est-ce qu'on peut leur trouver un espace assez retiré pour qu'ils puissent implanter une usine, mais dans la mesure où il y a des perspectives d'emploi pour la ville, d'une part, mais deuxièmement, en termes de fiscalité, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'une entreprise s'installe, c'est quand même des subsides vis-à-vis de la population. Voilà. Donc on est en train de réfléchir.
Mais on y va doucement. Et parce sûrement. que, oui, il vaut mieux. Alors, nous allons parler de certains bâtiments sur la ville, dans la ville, qui sont en état, je dirais, catastrophique, comme l'église du Marigot, qui a été rénovée plus ou moins. Qui a supporté le coût des travaux? Sur 830 000 euros, la ville du Marigot a mis 83 000 euros. Sur 830 000 euros. D'accord. Donc je crois que j'ai tout dit. Oui. La ville du Marigot a dépensé 83 000 euros. Mais ce qu'il faut savoir et qu'il faut dire aux gens qui soulèvent ce problème, c'est que l'église appartient à la ville. D'accord. L'église du Marigot est patrimoine de la ville du Marigot. Donc, quand le maire et le conseil municipal prennent une décision de réhabiliter, de rénover, de réparer, c'est le patrimoine de la ville qui prend de la valeur. Ouais, ce qui veut dire que sur les 800 000 euros d'investissement, 720 000 euros sont apportés à la ville. Donc, j'ai augmenté la valeur du patrimoine de la ville de 720 000 euros. D'accord. Qui parle à Jean Marigot. Ouais. L'Europe, l'État et les collectivités territoriales. Et je me devais de le faire. Parce que rares sont les communes qui possèdent, qui sont propriétaires des églises. Oui. Le Marigot, l'église appartient à la ville. C'est un patrimoine de la ville. Donc je ne l'ai pas fait parce que c'est des catholiques ou ce serait des adventistes. Oui. Non. D'accord. Le maire, c'est le bâtiment de la ville, il répare, il rénove. C'est comme demain, si je veux restaurer la mairie ou si je veux restaurer la poste, puisque le bâtiment de la poste aussi au Marigot, ça appartient à la ville. D'accord. La poste est locataire de la ville. Donc demain, si on fait de gros travaux là, c'est la ville qui s'enrichit. Tout à fait. Donc avec les travaux de l'église, la ville du Marigot s'est enrichie de 720 000 euros. D'accord. En bonne compagnie, comme on dit, on ne s'ennuie pas. Monsieur le maire, 3 questions juste avant de boucler cette belle émission que je prends plaisir à partager avec toi et aussi tous ceux qui regardent cette émission. Tous les marigotins et les marigotines qui nous regardent, qui regardent cette émission, tous ceux qui regardent cette émission, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Eh bien, leur dire d'une part que je suis très heureux, très fier de pouvoir ce soir m'adresser à eux, surtout qu'ils sont des marigotins de la métropole et peut-être même autres qui ne soient pas marigotins, puisqu'ils comprendront la vie d'un maire, comment le maire, en quelque part, se soucie du développement de sa commune et comment le maire, des fois, n'y arrive pas. Mais je pense que certains peuvent être des entrepreneurs et ils savent qu'ils ont créé des entreprises qui fort souvent rencontrent des difficultés. Donc, si les entreprises privées en rencontrent, ce n'est pas la collectivité qui ne va pas rencontrer. Mais heureux de pouvoir échanger avec vous et puis heureux de pouvoir présenter très humblement les réalisations, si minimes soient-elles, que nous faisons pour la ville. Et puis leur dire que oui, c'est vrai, malgré toutes ces difficultés, je suis très heureux d'être à la tête de cette collectivité, la ville de Marigot. Merci. Très belle émission, comme vous l'avez constaté, même si vous venez de vous installer sur votre fauteuil pour regarder et partager cette belle émission. En tout cas, pour ma part, je prends plaisir à recevoir et à partager cette émission avec monsieur le maire du Marigot qui est de passage et qui a honoré cette invitation. Je suis très fier. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir accordé du temps. Monsieur le maire, quel serait le mot de la fin? Eh bien, à bientôt, puisque je souhaiterais être encore invité par les associations qui existent en France, à Paris plus particulièrement. Je voudrais vous dire aussi... Sans oublier Téléantilles. Sans oublier... Téléantilles. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je ne suis pas encore habitué à cette télé, mais je pense que je serai à nouveau invité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous faites un travail considérable, vous les marigotins de France, et de Paris plus particulièrement. Il faut continuer et ne pas se dire parce qu'il y en a plusieurs, non, plus il y aura d'associations, plus ça va aller mieux. Ce qui compte, c'est d'avoir des objectifs communs et que des objectifs communs aillent vers la réconciliation, la volonté d'accompagner, d'aider, la solidarité entre marigotins, tant marigotins de France entre eux, mais tant aussi marigotins de France et de la Martinique. Et nous irons de l'avant. Et le maire ne souhaite que ça, être en mesure de se déplacer, de venir vous voir, de peser un peu, d'analyser les problèmes, tant ici qu'en Martinique, et puis que la vie soit belle pour nous tous. Merci beaucoup. Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps et partagé ensemble cette belle émission. Donc on vous remercie une fois de plus beaucoup et on vous dit à très 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 bientôt. Merci. Merci.